Valérie Pécresse, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris Matin. La présidente de la région Île-de-France qui est avec nous jusqu'à 9h moins le quart, 9h moins 10. La région qui gère notamment les transports, les lycées, mais pas que. Appelez France Bleu Paris et vous pourrez lui poser votre question. Elle a accepté en tout cas de vous répondre ce matin en direct au 01 42 30 10 10 et sur la page Facebook de France Bleu Paris. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Paris Matin. Quel va être votre programme de rentrée aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous inaugurons le nouveau lycée international qui s'ouvre à l'ouest de l'Île-de-France. Après Noisy-le-Grand, il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est Courbevoie. Et notre objectif, vous le connaissez, 9 lycées internationaux en Île-de-France, 3 nouveaux lycées qui vont ouvrir d'ici 2022. Il y en aura un à Palaiseau, il y en aura un autre à Vincennes. L'objectif, offrir un enseignement international de qualité à tous les Franciliens. Et on va aussi, cette année, ouvrir 50 sections internationales dans les lycées publics. Et notre objectif, c'est 90 sections internationales d'ici 2022. Pareil, dans les sections internationales, nous expérimentons plus de cours en anglais. On va passer de 30% de cours en anglais à 50% en expérimentation. On est une région multilingue, on est une région internationale. Les Franciliens veulent aujourd'hui que leurs enfants aient le maximum de chances dans la mondialisation et c'est tout l'objectif. Voilà les objectifs pour les établissements internationaux. Valérie Pécresse, mais combien de nouveaux établissements, de nouveaux lycées la région va-t-elle livrer aujourd'hui ? Alors, cette rentrée, on va livrer 3 nouveaux établissements. Il faut savoir que j'ai hérité d'une situation où nous avions 200 lycées vétustes et 21 000 places de lycées à créer parce que les élèves qui sont nés en 2000, 2001, 2003 au moment du baby-boom ont évidemment 15, 16, 17 ans. Donc, il faut aujourd'hui créer des places, 21 000 places. Et j'ai mis 5 milliards d'euros sur la table pour ces lycées parce que nous devons tout reprendre à zéro. Alors, je sais que certains auditeurs se disent « mon lycée n'est pas encore parfait ». On met les bouchées doubles. 7000 places nouvelles aujourd'hui sont déjà en chantier. La dernière rentrée scolaire a été marquée par un sureffectif, notamment dans les lycées en Seine-Saint-Denis. On a beaucoup entendu des enseignants depuis la semaine dernière nous parler de la rentrée qui avait été difficile. Rentrée surchargée, mais également des bâtiments très abîmés, très vieillissants. Que pouvez-vous leur dire ce matin ? Je leur dis que nous mettons les bouchées doubles. Mais pour concrètement eux. Concrètement, l'année dernière, on a ouvert un lycée neuf à Saint-Denis. On est en train, aujourd'hui, on a ce plan d'urgence de 5 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on lance des centaines d'opérations de rénovation de lycées en ce moment même, au moment où je vous parle. Et petit à petit, on va résorber toutes les situations. Il faut qu'ils nous fassent confiance, il faut qu'ils nous donnent un peu de temps. Je ne peux pas en 2 ans résoudre 17 ans de retard. Votre compétence à la région, c'est également tout ce qui concerne les transports en commun avec Île-de-France Mobilité, l'ancien STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France. Quelles sont les nouveautés de cette rentrée ? Alors, d'abord, il faut savoir que nous finissons de dédommager les voyageurs franciliens qui ont été vraiment plongés dans une galère noire par la grève. En septembre, fin septembre, 230 000 voyageurs qui étaient sur les listes les plus sinistrées. Je pense notamment à celle de Seine-et-Marne, mais surtout celle de très grande couronne. La ligne R, la ligne P, mais aussi un certain nombre d'autres branches qui ont été très impactées, du côté de Mantes-la-Jolie et du Val d'Oise, par exemple, vont recevoir un chèque de 25 € de dédommagement supplémentaire, un chèque d'Île-de-France Mobilité pour tenir compte vraiment du fait qu'ils n'ont quasiment pas eu de transport pendant ces mois de grève. Alors il y a ces difficultés dans les transports pour certains dues à la grève au printemps dernier jusqu'à pratiquement le début de l'été. On a vu également un boom des ventes d'automobiles neuves en ce mois d'août. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement la voiture reste un outil de liberté et qu'il faut faire avec ? Moi, vous le savez, je ne suis pas anti-voiture parce que je pense que à terme, la voiture de demain, elle sera silencieuse et non polluante. Donc, si elle est silencieuse et non polluante, pourquoi la bannir de nos routes ? En revanche, je veux donner envie aux Franciliens de transport en commun. Pour leur donner envie, il faut que les transports soient confortables, qu'ils soient à l'heure et qu'ils soient propres. C'est pour ça que je lance, là, à cette rentrée, un grand plan propreté dans le métro. Je veux
des toilettes dans le métro. Il y en a 45 aujourd'hui. Pardon de vous parler des odeurs, parlons de vous parler du malaise qu'on peut ressentir le matin quand on prend... Ah, mais c'est très concret, ça parle à tout le monde. Bah voilà. Donc, je veux aujourd'hui le doublement des toilettes. J'ai rencontré Catherine Guillouard. Nous allons vraiment lancer le mouvement. Là aussi, il me faut au moins doubler le nombre de toilettes dans le métro pour que les voyageurs soient un peu moins indisposés quand ils le prennent. C'est très concret, mais ça fait partie aussi de donner envie des transports. Puisque vous parlez du métro, l'accessibilité, on en est où ? On a reçu la secrétaire d'État aux handicapés qui nous parlait de l'impulsion des JO de 2024 qui devrait accélérer le mouvement. Êtes-vous satisfaite ? Que peut faire la région ? Alors d'abord, moi je tiens à dire que j'ai pas attendu les JO et je n'attendrai pas 2024 pour mettre en œuvre une politique résolue d'accessibilité. Non mais d'ici 2024. Oui, mais sachez que d'ores et déjà, et contrairement aux idées reçues et à toutes les polémiques un peu stériles que j'entends, nous sommes au-dessus en termes d'accessibilité du réseau de transport de Londres et de New York. Nous sommes à 38% d'accessibilité du réseau. 100% du réseau de bus à Paris est accessible. 100% du réseau de surface. Le problème, c'est évidemment le train de banlieue et le métro. Nous allons mettre 1,4 milliard sur la table pour rendre tout ce réseau accessible petit à petit. Notre objectif en 2024, c'est 60% du réseau accessible. Mais je mets en garde contre les idées faciles. Aujourd'hui, notre objectif, c'est surtout d'accompagner les personnes en situation de handicap de façon à ce qu'elles trouvent la bonne solution de transport, y compris avec des messages audio, des messages vidéo, parce qu'il y a tout type de handicap. Quand on dit accessibilité, on pense uniquement handicapé moteur, mais c'est très difficile de prendre les transports quand on a une visibilité réduite. Donc il faut qu'on ait une politique d'accessibilité très large, et j'ajoute que j'ai pris la décision pour les transports scolaires des jeunes en situation de handicap de l'élargir aux étudiants et aux apprentis, ce qui fait qu'aujourd'hui, Île-de-France Mobilité finance gratuitement, porte à porte, le transport des étudiants en situation de handicap. Valérie Pécresse est l'invitée de France Bleu Paris. Elle est avec vous et avec nous jusqu'à 9h moins le quart. Vous pouvez l'interroger au 01 42 30 10 10. Je vous rappelle les compétences de la région en matière de lycée, en matière de transport, mais il y a également l'aménagement du territoire. Nous aurons l'occasion de parler par exemple d'Europa City. Vous l'avez peut-être entendu ce matin, il y a également un sujet sur France Bleu Paris concernant la forêt sauvage de Romainville, puisque la région veut y installer une base de loisirs. Vous réagirez évidemment d'ici 9h moins le quart. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris Matin. 8h27, si vous souhaitez poser vos questions à la présidente de la région Île-de-France, 01 42 30 10 10 ou sur la page Facebook de France Bleu Paris. Maya nous a contacté, elle a 13 ans, Valérie Pécresse. Bonjour Maya. Bonjour. Juste avant de l'école, donc tu as souhaité décrocher ton téléphone pour poser une question à la présidente de la région. Vas-y, je t'en prie, elle t'écoute. Bonjour, je voulais vous poser une question à propos de la base de loisirs à Romainville. Je voulais savoir pourquoi construire cette base de loisirs nous serait plus utile à nous les habitants de Romainville plutôt qu'une dizaine d'hectares de forêt et d'arbres qui sont pourtant essentiels à notre santé. Alors justement, c'est exactement pour toi qu'on est en train de construire la Corniche des Forts. C'est un projet écologique et populaire. Romainville aujourd'hui, la Corniche des Forts telle que tu la connais, ce sont des carrières avec des risques d'effondrement. Et il y a une bonne partie d'ailleurs de la Corniche où tu ne peux pas aller te promener parce que justement, eh bien, il peut y avoir des éboulements et des effondrements de terrain. Donc la région va reprendre le projet avec la mairie de Romainville et nous allons défricher 4 hectares, combler les carrières et redonner 8 hectares pour que les habitants de Romainville, de Pantin, de Noisy-le-Sec, tous les habitants de Seine-Saint-Denis puissent venir se promener et redécouvrir cette Corniche des Forts. Donc c'est un très beau projet qui va te permettre demain, avec tes amis, d'avoir un très bel espace vert à moins de 15 minutes de chez toi. Et ça, c'est l'objectif de la région pour tous les Franciliens. Madame Pécresse, les opposants à cette base de loisirs regrettent en fait qu'on enlève des arbres. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça ne va pas dans le sens de l'histoire. On est en train de végétaliser le cœur des villes et les villes. Et là, ce sont des arbres. C'est un petit poumon quand même dans la région. Monsieur Da Silva, l'objectif de la région, après des années de destruction de centaines d'hectares par an, c'est que nous redevenions producteurs nets d'espaces verts. Là,
à Romainville, nous allons défricher 4 hectares. Mais pour combler des carrières en voie d'effondrement, sur un site qui était interdit depuis 50 ans à la promenade. Parce qu'une bonne partie de la Corniche des Forts est interdite à la promenade. C'est des carrières, c'est un gruyère. Donc on ne peut pas se promener. Donc oui, on va défricher, mais on va rouvrir 8 hectares à la promenade des Romainvillois. Et l'objectif, ou Romainvillais, je ne sais pas, et l'objectif de ce défrichage, c'est au contraire de revégétaliser. Et de sécuriser la promenade. Et d'ouvrir à la promenade. Que pensez-vous du projet Europa City, où là, évidemment, en termes d'aménagement du territoire, il faut créer de l'emploi d'un côté, mais en même temps, comment préserver les terres agricoles qui vont être rasées ? Vous l'avez complètement résumé, Monsieur Da Silva. Moi, j'ai reçu les promoteurs d'Europa City. On ne peut pas être contre un projet qui amènerait des milliers d'emplois et des milliards d'investissements sur le territoire de Gonesse, où, vous le savez, nous avons un tel problème de chômage. Mais en même temps, moi, ce que je ne souhaite, c'est qu'on préserve le caractère d'espace naturel et les espaces agricoles du Val d'Oise. Je crois aussi que ce projet d'Europa City ne pourra se faire que si on a réglé la question des transports, qui n'est pas réglée au moment où je vous parle. Et par ailleurs, il faut que l'empreinte carbone de ce projet soit minimale, c'est-à-dire que ce soit un projet qui soit le moins polluant possible. Donc vous appelez à revoir ce projet ? Bien évidemment, et j'en ai parlé. Donc vous êtes contre le projet actuel d'Europa City ? Je suis plutôt favorable à l'idée d'un très grand investissement pour l'emploi dans ce territoire de Gonesse. Pardon de vous le dire, mais ce territoire de Gonesse est un territoire sur lequel on a désespérément essayé d'implanter des entreprises depuis des décennies. Donc avoir de très grands industriels qui arrivent et qui disent « oui, on va pouvoir vous faire un grand centre culturel, un grand centre commercial, un grand centre de loisirs à cet endroit-là », c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main. En revanche, je serai extrêmement vigilante. J'ai mis toute une série de points de vigilance qui ne sont aujourd'hui pas satisfaits, notamment sur l'accès au transport et notamment sur la préservation des espaces naturels. Et troisième point que j'ai oublié, la préservation du commerce de proximité en Seine-Saint-Denis et dans le Val d'Oise, qui ne peut pas être impacté. J'ai demandé qu'il n'y ait pas de commerce alimentaire à Europa City pour pas nuire notamment au commerce de proximité. 8h30, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, est l'invitée de France Bleu Paris Matin pour répondre à vos questions. 01 42 30 10 10. Valérie Pécresse, depuis ce matin, David Kolski est notre envoyé spécial à Boulogne-Billancourt. Il suit une famille depuis le départ de la maison jusqu'à l'école. David, vous êtes avec quelqu'un qui veut poser une question, lui aussi, à Valérie Pécresse. Oui, c'est Jace, on vient d'arriver devant son école maternelle, il va rentrer, on a déposé son grand frère en école primaire, il a 5 ans et demi. T'as une question pour Valérie Pécresse ? Oui. Alors vas-y. Bonjour. Bonjour madame, est-ce que c'est dur votre travail ? Voilà, est-ce que c'est dur votre travail, madame Valérie Pécresse ? Oh, c'est dur, mais c'est en même temps, c'est passionnant. C'est passionnant. La politique, c'est quand même passionnant quand on a le pouvoir de faire des choses. Mais ça veut dire quoi, c'est dur ? C'est dur parce que... Pour un enfant de 5 ans, comment vous l'expliquez ? Je travaille le week-end, par exemple. Donc, tout le monde ne travaille pas le week-end. Et puis, quand on fait de la politique, on peut se faire engueuler par tout le monde. Donc, parfois, c'est dur. Il y a des métiers où on ne se fait pas engueuler par tout le monde. Voilà pour la réponse à un enfant de 5 ans et demi qui vous demandait si c'était dur. C'est vrai que j'aurais pas pensé à vous poser. Vous voyez que les enfants ont des bonnes questions, toujours. On a Claude, Madame Pécresse, en termes de transport en commun en Seine-et-Marne, qui s'estime dépourvu. Et qu'attendez-vous pour améliorer le réseau de transport en commun dans le secteur ? J'attends pas. Je rappelle que sur la ligne R, nous avons mis 500 millions de trains neufs qui vont rouler, qui sont maintenant arrivés et qui vont rouler. Donc, on a changé complètement les trains. Et moi, j'ai décidé de changer aussi le regard. C'est-à-dire qu'avant, les trains neufs, on les mettait en zone dense parce que c'est là où il y a le plus de monde. Moi, j'ai dit, on va les mettre là où il y a le plus de temps de transport, donc sur la ligne R. Ce monsieur, lui, est peut-être sur la ligne P, qui est la ligne du nord de la Seine-et-Marne et de Provins. Sur la ligne P, les travaux d'électrification ont commencé. Et la région va être obligée de faire l'avance de fonds à l'État qui ne veut pas payer. Et on va payer 40 millions d'euros supplémentaires pour que les travaux avancent. Moi, je me suis engagée sur l'électrification de la ligne P qui permettra de faire arriver les nouveaux franciliens, ces trains neufs qui sont extrêmement confortables, extrêmement appréciés et qui permettra aussi d'arrêter les
pannes qui sont évidemment légion sur la dernière ligne non électrifiée d'Île-de-France. Mais votre auditeur a raison, la Seine-et-Marne ne peut pas être le grand oublié des politiques de transport. Je hurle auprès du gouvernement pour le dire toutes les semaines maintenant, mais je crois que je suis petit à petit entendue. France Bleu Paris vous laisse la parole ce matin. 01 42 30 10 10, 9h-25. Direction Goussainville avec René. La question Noé. Bonjour René. Oui, bonjour. Une question qui porte vraiment sur le quotidien des gens et quelque chose qui vous agace tout particulièrement, les décharges sauvages. Tout à fait. On a vu sur BFM TV la décharge à ciel ouvert dans les Yvelines qui est immense et qui est catastrophique. Et Madame Pécresse a été élue dans les Yvelines. Qu'en pense-t-elle ? Et elle avait promis de nettoyer la région avant son élection. Où en est-elle ? Eh bien, figurez-vous que j'ai mis en place le fonds propreté que j'avais promis de mettre en place. C'est quoi ce fonds propreté ? C'est une aide donnée aux communes pour justement nettoyer les dépôts sauvages. Mais permettez-moi de vous dire que j'en appelle aussi au gouvernement qui devrait augmenter les amendes pour les dépôts sauvages. Ça n'est plus possible. Et par ailleurs, on pourrait organiser des systèmes de vidéoprotection d'un certain nombre d'espaces pour justement choper les voitures des contrevenants. C'est immonde. Alors le fonds propreté que j'ai mis en place, il faisait 1 million d'euros en 2016. Il y a eu tellement de demandes pour nettoyer qu'on en est à 4 millions aujourd'hui de fonds propreté. Mais il ne suffit pas de nettoyer, c'est le tonneau des Danaïdes. Alors sur Carrières-sous-Poissy, puisque j'imagine que vous me parlez de la décharge de Carrières-sous-Poissy, nous allons travailler avec le département des Yvelines, avec la communauté urbaine de la vallée de Seine, pour planter ces espaces et pour essayer de les revégétaliser, de les redonner à l'agriculture et d'en faire des espaces qui seront des espaces cultivés. Mais bien évidemment, pour ça, il faut sanctionner ceux qui osent faire des dépôts sauvages en Île-de-France. On n'est pas assez dur, dans le volet répression. Les députés se penchent évidemment sur la question. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à la gratuité des déchetteries, par exemple ? Je ne suis pas certaine que ce soit vraiment le sujet. Je pense que le sujet, c'est simplement qu'il y a une forme de laxisme généralisé qui s'est mise en place et que les gens ne sont plus civiques, Monsieur Da Silva. Ils ne sont plus civiques. Alors si le problème est le prix, mais personne ne m'a jamais dit que le problème était le prix des déchetteries. En réalité, les gens, ça les embête d'aller jusqu'à la déchetterie et ils préfèrent déposer les choses tranquillement près de chez eux. C'est dégueulasse. Voilà. Alors, comme je suis pour la propreté du métro, je vous le dis, je suis pour la propreté de l'Île-de-France. On paye pour aider les communes à nettoyer. Ça ne suffit pas. Il faut aussi empêcher ces comportements inciviques et être plus dur. Alors, je reviens sur la propreté. Vous avez parlé de la propreté et vous avez parlé également. Mais c'est quand même paradoxal, monsieur Silva. Moi, j'ai 5 poubelles pour le tri. Voilà. Parce que j'essaye de me conformer à la législation et j'essaye d'être une honnête citoyenne. Alors, entre ceux qui ont 5 poubelles et ceux qui mettent leurs ordures dans leur coffre et qui vont les décharger n'importe où, il y a quand même une marge. Un mot sur la propreté très concrète. Vous nous avez parlé de votre demande auprès de la RATP de créer des toilettes. Dans le même temps, vous nous avez parlé des trains qui vont en Seine-et-Marne avec les nouveaux trains qui arrivent. Il y a des voyageurs qui sont mécontents parce que les toilettes ont été retirées de ces nouveaux trains. Que leur répondez-vous ? Alors, il faut savoir... Vous avez parlé des trajets les plus longs. Oui, il faut savoir que les toilettes sur la ligne R, qui vont très très loin en Seine-et-Marne, avaient été fermées depuis pas mal de temps. Pourquoi ? Parce que ces toilettes étaient dégueulasses, là encore, pardon de le dire, je rentre dans des détails sordides. Elles étaient dégueulasses et par ailleurs, il y avait eu 20 départs de feu dans les toilettes de la ligne R la dernière année où ils ont été ouvertes. Alors là encore, ça nous interpelle. C'est un problème d'incivilité. C'est pour ça que nous avons pris la décision à contre-cœur de ne pas remettre des toilettes sur les nouveaux trains. Les toilettes sont dans les gares. Nous avons un grand programme avec la SNCF d'installation de toilettes dans les gares. C'est pour éviter que les voyageurs aient l'incommodité de toilettes sales, mais c'est aussi pour éviter des agressions, des départs de feu, des incivilités. Et j'ajoute qu'une grande nouvelle de la rentrée, c'est que j'ai donné les moyens à la SNCF et à la RATP de recruter 700 personnes de plus pour assurer la sécurité dans les trains, parce que là aussi, nous avons besoin de davantage de présence humaine. Il y a, sur un certain nombre de lignes, et notamment
aux confins de l'Île-de-France ou dans les heures creuses ou sur certains quartiers est, nord-est de Paris, nous avons des agressions, de la violence, des incivilités, des toxicomanes et nous avons besoin de plus de présence, on en de est sécurité. Des vendeurs, des consommateurs de crack sur la ligne 12 notamment à Paris. Exactement, et c'est pour cela que ça avait fait la une de la presse, on en est où aujourd'hui ? Eh bien, il y a eu un grand, il y a eu une grande opération de sécurisation qui a été menée en lien avec la police nationale, mais on sait bien que sur ces questions des toxicomanes dans le nord de Paris, la solution viendra aussi de l'ouverture de structures ad hoc de désintoxication. Parce que quand on est intoxiqué au crack, il ne suffit pas de vous pousser hors du métro, ça ne résout pas le problème. Donc, et moi, j'appelle le gouvernement. Non, j'appelle le gouvernement à l'ouverture de centres de désintoxication. Ça n'a rien à voir avec la consommation, je ne sais pas quoi, régulée ou assurée. Je veux des centres de désintoxication parce que sortir du crack, on ne le fait pas tout seul. C'est une drogue qui est beaucoup trop violente, c'est une drogue qui détruit et qui attaque le cerveau. On a besoin de ces centres de désintoxication qui n'existent pas en Île-de-France. Il ne faut pas faire alors sur la toxicomanie uniquement une intervention policière, il faut aussi une intervention sanitaire, sinon le problème se reproduira. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, est avec vous. Vous pouvez lui poser des questions 01 42 30 10 10 et on fait la route dans quelques instants. Oui, avec des perturbations sur la ligne 6 du métro, on fait un point au PC Trafic avec Caroline Pomès et évidemment, Valérie Pécresse, les questions sur les transports qui préoccupent la majeure partie des Franciliens. On a Myriam qui va vous poser une question concernant les transports en commun et notamment ce que vous envisagez pour les personnes retraitées qui n'ont pas forcément les moyens, plus forcément les moyens de se payer un véhicule. 01 42 30 10 10, vos questions à Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et la page Facebook de France Bleu Paris en ce jour de rentrée. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris Matin. Et vos questions ce matin, 01 42 30 10 10, sans langue de bois, Vraiment, vous pouvez poser toutes vos questions. On ne vous les a pas soumises à l'avance. Valérie Pécresse, vous répondez sans filet en l'occurrence, et notamment Myriam à Aubergenville. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Moi, je voudrais savoir quelles sont les aides en matière de transport qui vont être faites ou qui sont faites pour les personnes retraitées qui n'ont plus les moyens d'avoir un véhicule. Alors c'est une très bonne question, d'autant plus que le gouvernement aujourd'hui prend toute une série de décisions qui vont évidemment impacter très fort le pouvoir d'achat des retraités. Après la hausse de la CSG, c'est maintenant la baisse des retraites. Donc il faut qu'on y réfléchisse. Alors il faut savoir que les tarifs retraités, c'est de la compétence non pas de la région, non pas d'Île-de-France Mobilité, mais des départements. C'est ce qu'on appelle la carte améthyste. Mais je suis en train de réfléchir à, effectivement, ce que Île-de-France Mobilité puisse reprendre la compétence sur les tarifs retraités, parce que je pense que là aussi, il y a une forme d'injustice. Les salariés sont remboursés par leur employeur 50%. Ça veut dire qu'en fait, le pass Navigo pour les salariés, c'est 37,60 €. Et en revanche, pour les personnes retraitées, eh bien, c'est 75,20 €. Donc, il faut qu'on réfléchisse effectivement avec les départements à ce qu'on peut faire pour améliorer les choses pour les retraités. Valérie Pécresse, pourquoi ne pas aller au bout de la logique et comme l'envisage Anne Hidalgo, en tout cas, qui a lancé une réflexion sur ce thème-là, la gratuité des transports en commun? Alors, sur la gratuité en Île-de-France, j'ai, à la suite de l'appel d'Anne Hidalgo, lancé une mission de réflexion pour aborder ce sujet sans œillères. Est-ce que ça aurait des conséquences positives sur les transports en Île-de-France? Il faut que vous sachiez que moi, philosophiquement, je ne suis pas favorable à la gratuité des services publics, quels qu'ils soient, parce que je pense que quand c'est tout gratuit, on a tendance à dégrader les choses. Et vous le savez, les tags, la dégradation dans les transports d'Île-de-France, c'est quand même une réalité. Donc je ne suis pas a priori favorable à quelque chose qui serait tout gratuit parce que ça n'aurait pas de valeur. Par ailleurs, je mets en garde. Les transports en Île-de-France, c'est par an 10 milliards d'euros de coûts. 10 milliards pour faire fonctionner les trains, les métros, les bus et les tramways. 10 milliards. Il n'y en a que 3 milliards qui sont payés par les voyageurs. Donc ça veut dire que les voyageurs payent que 30% du vrai coût. Qui va payer ces 3 milliards? Il n'y a pas de transport gratuit, ça n'existe pas. Donc si c'est juste pour faire un petit transfert du voyageur au contribuable, franchement, on ne va pas créer une nouvelle taxe. Voyez, bon, je ne veux pas que ce soit un jeu de dupes. Myriam qui Et nous, puis la dernière question, c'est si c'est gratuit, est-ce que ça ne va pas
handicaper la rénovation des transports et la création des nouvelles lignes. Moins d'investissement, vous imaginez. On a aujourd'hui des transports qui sont très vétustes, très bondés. Il faut des nouvelles lignes et ça nécessite 28 milliards d'euros. C'est ce que je suis en train d'investir. Alors vous vous occupez des transports en commun. La région aide également au covoiturage, notamment lors des pics de pollution avec la gratuité du covoiturage. Vous souhaitez aller plus loin et créer des voies qui soient complètement et totalement à 100% dédié au covoiturage. Est-ce que c'est possible en Ile-de-France et où ? Oui, alors il y a une nouveauté de la rentrée dont je ne vous ai pas parlé, c'est que nous allons prendre la bande d'arrêt d'urgence de l'A12 entre Rocancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines, et cette bande d'arrêt d'urgence, elle va pouvoir laisser passer des bus, des taxis et des VTC. Donc on aura une bande d'arrêt d'urgence utilisée pour la circulation, et on fera la même chose en décembre sur l'A3, de façon à ce qu'il y ait un peu plus de fluidité, un peu moins d'embouteillage. Mais l'étape d'après, c'est de réserver ces bandes d'arrêt d'urgence au covoiturage, c'est-à-dire à des voitures dans lesquelles il y aurait 2 personnes au moins, pour arrêter l'autosolisme. L'autosolisme, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, il y a en moyenne 1,1 passager par voiture. Pour développer le covoiturage, il faut aussi pouvoir avoir un système de contrôle fiable. Nous sommes en train de tester sur l'A86 des caméras qui reconnaissent s'il y a 2 personnes dans la voiture, de façon à éviter que évidemment, tout le monde n'utilise la bande d'arrêt d'urgence. Il va y avoir une ruée sur les mannequins, les poupées gonflables. En tout cas, oui, mais vous savez, les Français ne sont pas forcément fraudeurs par nature, Monsieur Da Silva. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde où on fait du covoiturage sur des voies dédiées, il n'y a que 10-15% de fraudeurs. Et aujourd'hui, on a besoin de fluidifier la circulation. Les embouteillages, c'est la pollution. C'est ça qu'il faut que les Franciliens aussi aient à l'esprit. Et puis, c'est beaucoup de stress. 8h47, les transports, mais pas que, inquiètent en l'occurrence les habitants. Joël nous appelle. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Et cette question concernant la prison de Limeil-Brévannes. Bonjour. Oui, donc c'est entre Limeil-Brévannes et Choisy-le-Roi, qui a une construction en vue de programmer pour une prison de réinsertion. Donc évidemment, tout le monde s'inquiète. Je pense que Mme Pécresse en a entendu vaguement parler. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Un peu partout. Donc c'est pour savoir quel site serait retenu, si c'est Limeil-Brévannes ou Choisy. Donc, La réponse de Valérie Pécresse. Alors malheureusement, cher monsieur, la région ne peut pas tout et n'a pas toutes les compétences. Et sur la question, alors là, des prisons et de leur installation, c'est pas du tout de mon ressort. Mais est-ce que ça vous inquiète, vous ? C'est l'État. En tout cas, implanter ce type d'établissement, ça nécessite par définition, de bien choisir l'emplacement. Parce qu'il y a des nuisances extrêmement fortes de ce type d'établissement, notamment vis-à-vis des riverains. Donc il faut évidemment que le choix soit fait avec discernement. La maire de Limeil-Brévannes, Françoise Lecoufle, dont je suis très proche, m'a évidemment alertée sur cette question et j'y serai très vigilante et j'en parlerai avec la ministre de la Justice. Une dernière question, Valérie Pécresse. Vous avez fait une rentrée nationale en termes de politique avec votre mouvement libre où vous avez souhaité incarner une alternative non populiste. On vous reçoit depuis très longtemps et vous avez toujours voulu incarner la région Île-de-France. La région Île-de-France est toujours la région Île-de-France. Est-ce que là, vous n'avez pas des vues sur autre chose, sans vous parler de 2022, évidemment ? C'est plus complexe que ça. Moi, j'ai 2 jambes. J'ai une jambe dans l'action à la région, comme vous l'avez compris, et c'est très, très concret. Les toilettes dans le métro, c'est pas de droite ou de gauche, vous voyez, c'est juste d'efficacité. Donc, il y a la région. Et puis, il y a aussi ce que je dois à mon pays. Et ce que je dois à mon pays, c'est un regard sur la politique nationale. Mais vous avez déjà un patron, un nouveau patron, Laurent Wauquiez, qui gère les Républicains. C'est peut-être à lui de faire ça. Vous savez, j'ai plus de patron, moi, aujourd'hui, Monsieur Da Silva. Non, je suis présidente de région, je suis ma propre patronne. J'ai une famille politique, mais dans ma famille politique, je peux être en divergence de sensibilité avec le président de ma famille politique et je peux avoir des idées personnel à affirmer. Moi, j'ai souhaité dire au gouvernement qu'on attendait de lui un sursaut d'autorité en matière de sécurité, en matière de laïcité, en matière d'immigration, un sursaut aussi de pouvoir d'achat, de baisse des dépenses de l'État, de baisse des impôts. On est en overdose fiscale. Et puis, j'ai souhaité lui dire aussi qu'on attendait un sursaut de solidarité, que renoncer au plan banlieue, c'était une bombe à retardement et qu'il fallait aussi qu'il y ait un équilibre entre le rural et l'urbain et peut-être des partenariats entre les territoires urbains et ruraux, comme nous le faisons en Ile-de-France. Ma région, c'est mon laboratoire. C'est votre tremplin. Non, c'est mon laboratoire pour pouvoir avoir une parole forte que les Français attendent sur la politique nationale.
Valérie Pécresse était l'invitée politique de France Bleu Paris Matin. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci beaucoup. Bonne rentrée à vous. Bonne journée. Merci, monsieur Da Silva.